Alors nous sommes depuis Bruxelles en ligne avec Gaëtan Powys de la revue Air et Cosmos qui vient parfois ici sur notre plateau et qui est indépassable, insurmontable sur ces questions. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir. Bon, racontez-nous ce que vous savez sur ce satellite espion. D'ailleurs, est-ce que c'est un satellite espion? Est-ce que vous avez eu le dictateur coréen au téléphone aujourd'hui qui vous a documenté sur la technologie de ce satellite? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors malheureusement, je n'ai pas eu le dictateur Kim Jong-un au téléphone. En revanche, de ce qu'on sait, c'est qu'il y a effectivement eu un tir, c'est confirmé par le Japon et la Corée du Sud. Ils ne peuvent toutefois pas confirmer que le satellite est bien arrivé en orbite. En fait, on a une seule et unique confirmation, elle est nord-coréenne. Donc de ce côté-là, on n'est toujours pas sûr que le satellite fonctionne réellement et bien arrivé sur sa trajectoire autour de la Terre. Quel type de satellite est? Mais en fait, on est sur un satellite, comme le disent les Nord-Coréens, on est sur un satellite qui prend des images. On ne connaît pas exactement le type d'image. Est-ce que c'est concrètement un appareil photo qui se trouve dans l'espace et qui prend des photos dès qu'il fait jour? Ou est-ce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus sérieux avec des capteurs infrarouges? Est-ce que c'est aussi un satellite qui prend des images en 2 dimensions? Donc de ce côté-là, on ne sait pas trop. En revanche, la communauté dans le domaine, pour l'instant, on serait sur un satellite de première génération, un satellite de reconnaissance de première génération qui est peu développé, et donc les images, à mon avis, ne donnent pas grand-chose. Concrètement, pour donner un exemple, la France, comme disait le général, dispose de satellites de reconnaissance, des satellites espions, nommés Pléiades. On est sur 50 cm par pixel, pour donner une idée. Mais pour arriver à ce niveau de haute technologie, il faut savoir que le premier satellite français de ce type, on est en 1985. La Corée du Nord, après 2 essais ratés, c'est la première fois qu'ils arrivent à lancer un satellite. Donc ils ont, si mes calculs sont bons, 38 ans de retard par rapport à la France. Je ne parle même pas des États-Unis. Très bien. Alors, très intéressant. Merci Gaëtan Powys, que c'est son domaine. Il est très bon dans ces petites bestioles qui vont dans l'espace. Deuxième question, qui a été effleurée tout à l'heure par le général Richoux et dont on a parlé plusieurs fois le soir. L'échange, qu'est-ce qu'on peut imaginer, concevoir de l'échange de technologies entre Moscou et Pyongyang, entre la Russie et la Corée du Nord? Alors de ce côté-là, il y a probablement eu un échange technologique, mais on parle souvent de la coopération entre la Russie et la Corée du Nord. Il ne faut pas oublier qu'un peu avant la visite que vous montrez actuellement, la visite du président Poutine en Corée du Nord, la visite, excusez-moi, c'est le contraire, la visite de Kim Jong-un en Russie, un journal américain a découvert que la Corée du Nord avait piraté des entreprises aérospatiales russes afin de récupérer des technologies. Donc ce n'est pas parce qu'ils semblent être alliés qu'il y a non-stop une coopération bien entendante entre les 2 camps. Impressionnant. Bah, si les Nord-Coréens, si les hackers, les célèbres hackers nord-coréens hackent la Russie, ça. Alors... Il y a la guerre Fenwick, vous avez des précisions? Non, je voulais entendre Gaëtan sur un autre aspect de ce lancement. La raison pour laquelle je crois qu'il est très inquiétant à la fois pour les Sud-Coréens et les Japonais, et donc qui, au niveau d'Okinawa, ont déclenché les sirènes d'alerte qu'on a entendues tout à l'heure, c'est parce qu'il faut comprendre qu'ils utilisent une technologie balistique, donc qui peut être utilisée pour des missiles, donc à des fins militaires. Et c'est précisément ce genre de technologie dont les Nord-Coréens ont besoin et qui vont chercher du côté des Russes. Donc je ne sais pas si Gaëtan a des informations à ce sujet sur l'aspect balistique en fait de cet élément qui est envoyé pour mettre un satellite en orbite, mais qui pourrait aussi être utilisé à des fins militaires sur un missile. Eh bien, justement, c'était le point sur lequel je voulais arriver. Donc, merci pour la question. C'est en fait que ce soit un satellite de reconnaissance ou pas, à la limite, c'est exactement ça. C'est pas le sujet de la discussion. Le réel sujet derrière, c'est que la Corée du Nord dispose de missiles capables de monter assez haut en altitude, et donc potentiellement, c'est une démonstration technologique
des capacités techniques des Nord-Coréens à pouvoir lancer des missiles intercontinentaux équipés de charges nucléaires et donc de pouvoir toucher des cibles. On pense aux États-Unis, mais alors encore une fois, je reprends j'ai envie de dire la propagande nord-coréenne, mais le missile Hwasong, désolé pour la prononciation, 18 aurait une portée, d'après les Nord-Coréens, hein, j'insiste, de 18 000 km, et donc s'il est tiré depuis Pyongyang, il peut atteindre à peu près n'importe quel point de la planète, la France y compris, en dehors à peu de choses près, de l'Amérique du Sud. Ouais. Donc c'est vraiment, là encore, on a eu la démonstration que la Corée du Nord est capable de lancer un missile en altitude et donc potentiellement d'avoir une portée intercontinentale derrière. Mais tout ça est donc très rassurant. Juste quand on évoquait il y a quelques mois la course à l'arme nucléaire de la Corée du Nord, il y avait un expert qui disait... je ne voudrais pas me tromper, qui disait, bon, sur l'acquisition du nucléaire, ça, c'est bon, mais ce qui leur manque, c'est des vecteurs. Et la miniaturisation. C'est ça qui est inquiétant, c'est parce que les vecteurs... Et ça, c'est le transport. Les vecteurs, maintenant, ils les ont avec les Russes. C'est ça qui est vachement inquiétant, les amis. Moi, je ne suis pas un spécialiste, on va laisser parler notre camarade, là, qui en sait beaucoup plus, mais les vecteurs, encore faut-il qu'ils soient précis et qu'ils soient capables. On a l'impression quand même que les vecteurs, ils tombent un peu en mer du Japon, et puis que pour le moment, ils sont quand même pas capables, avec précision et puis une grande fiabilité, d'atteindre n'importe quel point de la planète, comme les vecteurs développés par les Occidentaux ou les Russes. Voilà. C'est votre petit pour le moment qui me rassure pas. Oui, pour le moment, évidemment. Voilà. Ils n'avaient pas d'armes nucléaires, ils l'ont, et ils n'avaient pas de missiles, ils en ont. Ils sont capables maintenant vraisemblablement de lancer des satellites ou l'équivalent. Enfin, en tous les cas, ils ont des vecteurs qui permettent d'atteindre l'espace extra-atmosphérique. Oui, ils progressent, ça c'est certain. Oui. Gaëtan, en 20 secondes sur cette question du nucléaire, qu'est-ce que vous auriez à répondre ? Mais oui, pour l'instant, effectivement, il y a le problème, c'est le vecteur. Ils ont l'arme nucléaire, ça c'est sûr et certain. Il y a eu des démonstrations, c'est confirmé par tous les services de renseignement. Donc ça, de ce côté-là, aucun doute. Mais effectivement, là, on part du principe que le tir s'est bien passé, alors qu'on n'a qu'une confirmation nord-coréenne. Mais en revanche, ça n'empêche pas les pays autour de la Corée du Nord à développer des systèmes anti-missiles intercontinentaux, à savoir, par exemple, les missiles SM-3 Bloc 2B acquis, ou du moins en cours de développement avec le Japon et les États-Unis. Merci Gaëtan Powys, merci à vous. Bravo. Vous avez été très très clair et on voit que c'est votre passion, que vous maîtrisez très bien ce sujet. Si vous avez Kim Jong-un au téléphone, faites-lui une petite bise de la part de toute l'équipe de Brunet, Broussoulou et compagnie, car il regarde notre émission. Comment ? Pas de ma part. Pas de la part de Gallagher Fenwick. Finalement, pas de ma part non plus.